Kalos, l'atelier français, est fier de vous présenter sa gamme de produits patriotes. Bijoux, vêtements et accessoires de qualité en hommage à l'histoire de France, le tout issu d'une production artisanale et locale. Alors, si vous en avez marre de porter des marques qui attaquent la France et que vous voulez mettre en accord votre tenue avec vos valeurs, ou bien offrir un cadeau qui a du sens, rendez-vous sur le site kalos-france.com et bénéficiez de moins 10% avec le code incorrectible. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. Alors apparemment cette émission dérange de plus en plus, c'est plutôt rassurant, c'était le but. Les articles calomnieux de pseudo-journalistes d'observatoires subventionnés, de plus en plus nombreux et réguliers, on avait prévu et ça nous fait marrer. Franchement, vous êtes nos meilleurs attachés de presse. Ce qu'on avait moins prévu en revanche, faut être honnête, c'était d'abord de nous faire piquer des images, des extraits de nos émissions par quasi toutes les chaînes télé, sans nous citer bien évidemment, et bien sûr sans aucune autorisation quand un invité fait le buzz comme on dit. Mais il y a autre chose. Et ça, c'est nouveau, ce sont en privé les tentatives d'intimidation, les menaces et même parfois de la part d'élus, c'est vous dire comme on est honoré aux Incorrectibles, surtout quand c'est par écrit et en langage Jones. LOL. Bon, ça c'est un peu pour la déconne, on va pas se mentir, c'est vrai, pour parler sans filtre, ça fait un peu chier parce que ça nous coûte du fric de consulter nos avocats ou de nous défendre quand on est attaqué en justice, contrairement à certains dont les frais de justice sont payés par le contribuable. Mais vous savez quoi? Le plus drôle, c'est que le droit ici, on n'en a peut-être pas l'air, mais on kiffe. Et justement, on a des avocats qui sont plutôt très brillants dans leur domaine. La preuve, depuis le début que cette émission existe, tous les procès qu'on nous a intentés, on les a gagnés. Je dis bien tous. Alors, petit conseil à certains ou à certaines qui se reconnaîtront et qui voudraient nous faire taire, ne fanfaronnez pas trop. On compte les moutons à l'arrivée, comme on dit, à la fin du match. En revanche, un très sincère remerciement cette fois à vous, notre public, qui nous suivez toujours plus nombreux. Et c'est ça l'essentiel sur YouTube, qui vous abonnez, likez nos vidéos. C'est vraiment très important pour le référencement. Et merci plus encore à nos contributeurs sur Utréon, qui, comme chaque semaine, auront droit à un bonus de liberté d'expression en fin d'émission. Celui grâce auquel on pourra, on l'espère, pérenniser cette chaîne et garder notre indépendance. Et mon intuition me dit qu'on va de plus en plus aller sur Utréon au vu de ce qu'il se passe sur YouTube au niveau de la censure avec laquelle on doit jongler en permanence en prime. Enfin, merci à Kalos, notre partenaire qui nous aide à financer la production de ces émissions. Vous trouverez d'ailleurs en description sous cette vidéo un lien et un code promo pour vos achats sur le site de Kalos. Alors, on en vient à notre invitée cette semaine. Elle est psychologue clinicienne spécialisée en psychopathologie, neuropsychologie, psychosomatique et formée en psychologie transgénérationnelle, rien que ça. Elle est une des révélations ces derniers mois de CNews et de ce politiquement incorrect qu'on aime tant ici dans cette émission. Elle a signé récemment un superbe ouvrage, L'Antimère, chez Albin Michel. On va bien sûr en parler, mais pas seulement. Marie-Estelle Dupont, bonsoir. Bonsoir. Un très grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous connaît bien sûr pour vos interventions médiatiques, je le disais, notamment sur CNews, mais je me suis finalement rendu compte, Marie-Estelle Dupont, qu'on en connaissait assez peu sur vous. Alors, si vous le voulez bien, on va un peu parler de vous justement dans cette première partie d'émission. Tout d'abord, si je ne me trompe, vous avez grandi à Paris dans les années 80 et 90, on ne va pas donner votre âge. Alors, quel souvenir, première question, vous gardez de votre enfance parisienne, de cette époque des années 80 et 90, je le disais? Pourquoi on ne va pas donner mon âge? Bah, vous n'assumez pas mon âge? Non, c'est en général par élégance. J'ai 40 ans, ça va, il n'y a pas de... voilà, je le vis bien. Voilà, donc écoutez, je vous ai laissé le dire. Qu'est-ce que vous retenez de votre enfance? Vous voyez, c'est moi qui vais me faire un peu le psy cette fois, de l'insouciance de votre jeunesse, de l'insouciance française. Alors, moi, il y a eu un décalage, c'est qu'en fait, quand j'étais enfant, il n'y avait pas d'insouciance du fait de mon contexte familial, dont je parle dans le livre L'Antimère qui vient de sortir chez Albin Michel. En revanche, il y avait quand même encore une liberté, une forme d'insouciance dans la société dont j'ai vu le déclin. Et en fait, au moment où moi, j'ai pu trouver ma propre forme d'insouciance intime, j'ai vu le pays en fait s'enfermer dans une lourdeur. Donc, il y a eu cette sorte de décalage. Mais effectivement, oui, à l'époque, il y avait encore une autorisation à penser, c'est-à-dire que les choses commençaient déjà à être compliquées, lourdement technocratiques, mais enfin, il y avait une liberté de penser, il y avait une joie,
qu'aujourd'hui, dans la crise des jeunes de 20-25 ans que je vois, je ne ressens pas du tout. Nous, on rigolait, on allait réviser au café, etc. Et je sens qu'ils sont dans une gravité, non seulement une privation de liberté, mais une privation de joie intérieure, en fait, comme si on leur brisait les ailes. Et ça me fait vraiment de la peine pour eux. D'accord. Et sur Paris au sens général, parce que bon, on parle beaucoup de Paris, enfin il y a des villes superbes en France, et alors Paris a l'air d'avoir quand même un peu... C'est vrai que paradoxalement, moi quand j'avais 20 ans, je pouvais faire des choses justement qu'aujourd'hui je peux plus faire en tant que femme. On se posait pas la question évidemment on rentrait raccompagné si on rentrait tard, mais on sortait, on pouvait sortir en jupe courte, etc. Il y a des choses aujourd'hui, ça peut paraître idiot que je le dise, mais j'ai 40 ans, il y a des choses que je me permets plus de faire en tant que femme, parce que je pense au risque, ce qui n'était pas le cas quand j'avais 20 ans. Donc je trouve que le sentiment dans la grande ville d'une insécurité, d'une violence qui augmente est très présent, et d'ailleurs les études scientifiques montrent que à l'avenir, les grandes villes vont devenir de plus en plus violentes. Et de manière générale, cette détérioration qui n'est pas qu'au niveau de la sécurité, de la ville, de la saleté, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire de la tristesse, parce que Paris est quand même une ville d'une extraordinaire beauté. Et je trouve qu'on a réussi à en faire une ville sale, stressante, avec le sentiment que les gens sont très à cran, etc. Et donc on a toujours du plaisir à se promener dans Paris. Mais c'est plus pareil. Il n'y a plus cet enthousiasme, surtout quand on est une femme. Il y a peut-être des hommes qui vous diront pas du tout, je ne perçois pas ça, mais je pense que les hommes ont 10 ans de retard sur l'insécurité par rapport à une femme, évidemment physiquement. Et donc oui, c'est vrai que la saleté, les embouteillages, tout ce baratin, au nom de l'écologie, on a créé des embouteillages pas possibles parce qu'on ne peut plus stationner, il y a des voitures berges fermées, etc. En fait, c'est lourd, ça coûte une fortune et c'est lourd, et je trouve ça inutile. Et sur le regard psychologique, Anne Hidalgo, c'est quand même fort de café, quand même, un petit peu parfois, jamais d'analyse sur les personnes que je n'ai pas eues en consultation, et mon opinion personnelle sur Anne Hidalgo, je la garde. Et je la partage. Bon, on la devine. Bon, on va revenir au fil de votre vie. Vous avez fait, Marie-Estelle Dupont, vos études au très prestigieux lycée du 5e arrondissement de Paris, Henri IV, si je ne me trompe. Vous avez donc été au cœur de ce qu'on peut appeler cet élitisme républicain. Qu'est-ce qu'il vous en reste de cette période ? Alors moi, j'ai beaucoup aimé en fait mes années littéraires à Henri IV pour la méthode et la force de travail que ça nous apportait. Il y avait vraiment une émulation intellectuelle. On est dans un cadre en plus qui est absolument magnifique. Donc quand vous êtes à côté de la tour Clovis, dans la cour des cartes, vous avez vraiment envie que vos neurones fonctionnent au quart de tour. Donc j'ai acquis en fait une méthode de travail, une force de travail, et j'ai de la gratitude pour ça. Après, il y avait un discours que je trouve un peu paradoxal, c'est-à-dire que pour nous stimuler, c'était vraiment tour à tour, vous êtes l'élite, mais en même temps, vous êtes des merdes si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit tout de suite. Donc là, il y avait peut-être et forcément, le regard de la psychologue qui a vieilli se dit qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas très ajusté dans la manière de stimuler les élèves. Après, quand j'ai appris la réforme, en fait, des établissements Henri IV et Louis le Grand. Et ben voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler. Ouais, j'ai trouvé ça assez triste. J'ai l'impression que vraiment il y a une volonté de casser tous les trucs qui fonctionnent. Ce système des grandes écoles, voilà, ce système élitiste, vous en pensez quoi ? Vous trouvez que c'est désastreux de vouloir le casser ? En fait, dans les années, quand moi j'étais jeune, donc dans les années 90, il y avait encore une éducation nationale qui avait une offre publique de qualité, et on voit bien comment le transfert s'est fait. Finalement, aujourd'hui, les parents souhaitent mettre les enfants dans les établissements prestigieux dont je ne citerai pas le nom, qui sont du privé, les ministres eux-mêmes. Donc en fait, c'est un peu dommage qu'on ait cassé ce qu'il y a de plus fondamental dans le service public, parce que le constat qu'on fait sur l'éducation nationale... Il y a des ministres qui ont un double jeu au niveau de la parole, c'est ça, qui disent mettez vos enfants dans le public, et dans les faits qui mettent leurs enfants dans le privé. Bien sûr, pour qu'ils aient une scolarité sereine. Donc c'est un peu dommage de... Ce sentiment redondant que le constat qu'on fait sur l'éducation nationale, on le fait sur la justice, on le fait sur la santé et l'hôpital. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est sur du fondamental, sur de l'essentiel pour la société, sur de la structure, ce qui relève du service public, malgré des impôts colossaux, aujourd'hui, fonctionne beaucoup moins bien qu'il y a 30 ans. Donc c'est un peu triste, parce que au nom du bien, on a cassé ce qu'il y avait de fort dans notre système social, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un service public de qualité.
Ça, oui, je trouve ça regrettable. Et justement, vous dites au nom du bien, et au nom du bien, on a souvent instauré ce qu'on appelle la discrimination positive. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est pas un facteur supplémentaire de, parfois, de frustration collective? Moi, ce que je remarque en consultation, c'est que des très bons élèves, parfois, sont victimes de la discrimination positive. Par exemple, vont se retrouver avec Parcoursup. Alors ça, c'est pas tout à fait de la discrimination positive, mais par exemple, avec Parcoursup, vont se retrouver... Qui a fermé la porte à beaucoup d'établissements d'élite, justement, aux meilleurs élèves, au profit d'une sorte de discrimination positive. Où on leur dit, parce que vous êtes excellent, vous allez aller remonter le niveau. Et en fait, à cet âge-là, on n'est pas supposé être le sauveur de l'autre. On est supposé construire son propre chemin. Donc oui, ça, je trouve que c'est regrettable, mais... On y viendra peut-être plus tard. Je pense que l'éducation nationale, c'est le chantier fondamental d'une société, parce qu'en fait, il est le révélateur de notre mentalité d'adulte vis-à-vis de nos enfants, c'est-à-dire vis-à-vis de ceux dont on a la responsabilité, mais vis-à-vis de notre futur aussi. Et qu'en fait, dès lors que l'éducation nationale est poreuse à des idéologies, captée par des intérêts qui ne sont plus l'intérêt supérieur de l'enfant, il faut comprendre que ça veut dire que c'est un signe pathologique pour moi dans une société. Je l'ai dit au moment du Covid, j'ai dit mais une société qui sacrifie ses enfants, c'est une société qui suicide. Mais de la même manière, l'éducation nationale, la manière dont on saupoudre avec quelques chèques, avec mépris, sans résoudre les problèmes de fond et en laissant une idéologie qui n'a pas sa place à l'école entrer à l'école, c'est vraiment dire nous ne prenons pas soin de nos enfants, donc de notre futur. Forcément, une psychologue, elle y voit une forme de pathologie collective. C'est très triste, c'est suicidaire. Alors justement, vous avez 3 enfants. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Je ne peux pas être... Oui, on espère. Faire le constat. L'espoir, il naît du constat, parfois désespérant, mais sinon on ne peut pas proposer autre chose derrière. On va parler des solutions sans doute que vous peut-être proposez ou préconisez. En tout cas, moi j'aimerais revenir à vous. Vous avez 3 enfants, donc vous êtes évidemment concernés. Au-delà de la question du masque et du Covid-19 dont nous allons reparler dans quelques instants, quel est votre regard sur l'état de l'école républicaine Marie-Estelle Dupont? Est-ce que vous accréditez la thèse selon laquelle le niveau global, général, s'est effondré? Je pense que je ne suis pas la seule à être d'accord avec Brigelli, qui parle assez crûment de la fabrique du crétin. Je trouve que le niveau d'orthographe est devenu très préoccupant. Or, on pense avec un langage. Donc quand on a 3... Pardon, je m'étouffe. Allez-y. Quand on a 3 mots de vocabulaire au lieu de 50 pour décrire ses émotions, c'est sûr que c'est plus difficile d'élaborer son monde interne. Et donc, la réduction du champ lexical chez un être humain est négativement corrélée avec la violence. C'est-à-dire, moins vous avez de mots de vocabulaire, plus vous êtes à risque d'avoir un passage à l'acte violent ou de faire une dépression. D'accord? Donc le langage est extrêmement important et il structure la pensée et il élabore la pulsion, donc il permet de vivre ensemble et de se comprendre. Donc ça, évidemment, ça me préoccupe. La substitution des écrans et du virtuel à la lecture, quand on connaît les effets neurobiologiques de la lecture, comme justement facteur de prévention, notamment de la dépression, c'est quelque chose que je trouve très inquiétant. Donc oui, le niveau général, je trouve que le niveau d'exigence, je trouve qu'on ne leur apprend plus le discernement, on ne leur apprend plus le sens critique. Et au niveau des contenus, on a l'impression que tout est fait pour qu'ils n'aient pas envie d'apprendre. Donc j'ai de la peine pour ceux qui enseignent, parce que chez beaucoup c'est une vocation. Moi, j'ai des patients qui ont l'agrègue et puis qui en fait se disent non mais je veux même pas de cette agrègue que j'ai parce que ça va me faire aller enseigner des choses avec de l'idéologie et d'une manière dont je n'ai pas envie d'enseigner, pour laquelle je n'ai pas choisi mon métier. Et puis j'ai de la peine pour nos enfants, évidemment. Je pense que la question du remplacement des professeurs manquants par des gens qui étaient formés en 4 jours, exactement au même moment d'ailleurs, on a autorisé dans les crèches que n'importe quel adulte non formé à la petite enfance vienne pallier le manque du taux d'encadrement dans les structures d'accueil. Pour moi, c'est quand même... Enfin, je veux dire, quand on a dit ça, on a tout dit, quoi. Mais en fait, on est qui? On est qui pour faire ça à nos enfants? On est qui pour dire, mais n'importe qui peut s'occuper de toi? Et puis je le paye au lance-pierre, et puis je le forme pas, et puis je le supervise pas dans sa pratique. Enfin, on se vautre dans quoi, là? C'est de la décadence totale pour moi.
Alors, Marie-Estelle Dupont, on va continuer de parler un petit peu de vous, si vous voulez bien. Après Henri IV, vous vous lancez donc immédiatement dans la psychologie avec un DESS de psychologie clinique à l'école des psychologues praticiens, c'est-à-dire pour les plus jeunes de ceux qui nous écoutent, un master en psychologie clinique. C'était déjà un master 2. C'était déjà, oui. Mais j'aimerais... Alors, on va faire justement un peu de pédagogie. D'abord, je vais vous demander pourquoi cette vocation pour cette discipline. Et puis, surtout, donc c'est nécessaire, pour moi compris, vous avez la gentillesse de le relever, quelles sont les différences entre ces professions que sont psychologue, psychiatre, psychanalyste, et pourquoi avoir choisi celle de psychologue et pas les autres? Et psychothérapeute. D'accord. Donc pourquoi avoir choisi cette discipline et la différence entre toutes ces spécialités? Alors moi j'ai eu envie de devenir psychologue à l'âge de 11 ans. Parce que j'ai grandi dans une famille très dysfonctionnelle et que à 11 ans en fait je me suis fait cette réflexion un peu étrange. Je me suis dit j'arriverai pas à sauver ma mère donc en échange, comme s'il y avait une culpabilité, en échange, il faut que j'arrive à aider des personnes qui sont en difficulté. Mais en fait, je pensais pas à ma mère à ce moment-là. En fait, je pense que c'était aux personnes en difficulté, comme moi j'étais en difficulté en vivant dans une famille très dysfonctionnelle. Donc on sait bien qu'il y a un syndrome du sauveur chez les enfants qui ont été au contact d'une mère. Donc vous, c'était la psychologie. Donc moi j'avais envie d'être psychologue. Et la différence avec Mais j'avais pas envie d'être psychiatre parce que le psychiatre est médecin, il prescrit des médicaments et moi en fait j'avais vraiment envie d'être dans ce que Jean-Yves Leloup appelle très joliment prendre soin de l'être et je savais que depuis Socrate on a la preuve que la parole soigne, c'est-à-dire il y a des mots qui tuent puis il y a des mots qui réparent, il y a des mots MOTS qui réparent les mots MAUX de l'âme. Alors je sais que c'est très vintage de parler de l'âme, c'est pas très à la mode, mais j'assume. Et donc voilà, moi j'avais vraiment envie d'être dans cet accompagnement de la personne pour lui montrer que on est tous des alchimistes dans notre vie en fait. On peut avoir une situation qui nous plombe et par nos ressources internes élaborer de manière à transformer ça en or. Et donc on peut arriver à oui, on peut donner ce qu'on a perçu. On peut avoir été un enfant maltraité et être une mère heureuse du lien avec son enfant dans la bienveillance. Donc j'ai eu envie de devenir psychologue. C'est quoi votre école en psychologie? Parce qu'il y a plusieurs courants. Oui, alors moi je suis très inspirée par la pensée de Carl Gustav Jung, mais l'intérêt de l'école des psychologues praticiens, c'est que si vous voulez, quand vous faites la psycho à la fac, chaque université a son courant de pensée. Donc si vous allez à Paris 7, vous êtes psychanalyste, si vous allez ailleurs, vous êtes très cognitiviste, etc. Et l'école des psychologues praticiens... entre psychanalyste et psychologue, par exemple, la différence, c'est quoi? Alors, le psychologue, il a un master 2 de psychopathologie, donc il n'est pas médecin, il a fait des études de psychologie. Il est formé au bilan de personnalité, contrairement au psychiatre, il est formé au bilan de personnalité, au bilan de QI par exemple, et puis il se complète avec une formation dans un courant de psychothérapie, thérapie comportementale, thérapie analytique, thérapie systémique familiale, EMDR, etc., pour pratiquer la psychothérapie. Le titre de psychothérapeute étant désormais encadré depuis 2010, parce qu'avant, comme il n'y avait pas de diplôme universitaire, tout le monde pouvait se dire psychothérapeute, et donc évidemment, il y avait des dérives, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient ni formés en psychiatrie, ni formés en psychologie, qui se disaient psychothérapeutes et qui n'avaient pas en fait les outils cliniques pour faire un diagnostic et pour accompagner la personne. Et le psychanalyste? Donc le psychiatre, lui, il a fait des études de médecine. D'accord. Et après son internat, il a choisi non pas de faire cardiologie, non pas de faire pédiatrie, mais de faire psychiatrie. Et donc il prescrit, il est formé à la pharmaco et il prescrit des médicaments, il pose un diagnostic de maladie mentale. Mais dans un service de psychiatrie, pourquoi il y a des psychologues? Parce que le psychiatre va diagnostiquer une maladie mentale et donner un traitement médicamenteux. Le psychologue, lui, il va faire un diagnostic sur la personnalité de fond. C'est-à-dire vous pouvez avoir à un moment donné un diagnostic de dépression, qui est une maladie mentale, mais ça ne dit pas si vous avez une personnalité névrotique, psychotique, narcissique, etc. Et ça, seul le psychologue est habilité à poser en fait le dessin de la personnalité profonde d'un individu. Donc voilà, donc j'ai choisi d'accompagner la personne. Et pardon, le psychanalyste, j'y reviens, c'est encore un autre profil. Alors le psychanalyste, eh bien, il a
pour exercer en France aujourd'hui un diplôme de psychologue ou de psychiatre. Il est psychanalyste, il est rattaché soit à la SPP, qui est la société freudienne en fait. Qui est, ça serait intéressant qu'on en parle justement. Voilà, il y a les freudiens, il y a les lacaniens, il y a les jungiens. Donc il y a différents courants de psychanalyse. Mais voilà, il a cet outil de l'analyse, il a lui-même été en cure et il est supervisé par un analyste. Et justement, alors Freud, vous en avez parlé, c'était la question suivante dont je voulais vous parler. Le freudisme, d'abord, j'aimerais bien que vous me disiez ce que ça recouvre, et est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui ou c'est une théorie dépassée? Parce qu'on fait toujours appel à Freud, enfin j'ai toujours moi, à mon niveau de novice, voilà, c'est la sommité quoi, qu'on appelle. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui? C'est dépassé au sens où c'est poursuivi. Il n'a pas fait beaucoup de mal à la psychologie, Freud? Alors, moi, je ne raisonne pas trop comme ça, en fait. Je me pose la question de ce que quelque chose peut apporter au patient. Il y a plein de corpus théoriques. Quand je sens qu'il y a un patient où ça peut m'aider à penser mon patient, de faire appel à la notion de complexe d'Oedipe, eh ben, je le fais. S'il y a quelque chose dans une autre théorie Michel Onfray, je crois, qui avait écrit un livre très fort justement sur ce sujet. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne. Donc, dans tous les corpus théoriques, il y a des choses qui peuvent être valables. Dans la psychanalyse autre que freudienne, chez Mélanie Klein notamment, il y a beaucoup de réflexions sur les stades précoces du développement psychique de l'enfant qui sont extrêmement intéressants. Est-ce que Freud est dépassé? C'est comme si je vous disais, est-ce que Galilée est dépassé? Non, la découverte de Galilée, elle est toujours valable. Maintenant, on a poursuivi, on a fait d'autres découvertes. Freud, pour moi, c'est la révolution copernicienne au niveau de l'intériorité. Donc, il a compris que le moi n'était pas maître en sa demeure et que nous avions tous un inconscient, ce qui, aujourd'hui, au départ, il était neurologue. Aujourd'hui, la plupart de ces découvertes sont fondamentales, sont validées en fait par les neurosciences. Oui, il y a du subconscient, oui, il y a du non-conscient, parce que sinon notre conscience, elle exploserait. Donc ça, c'est pas invalide. Par contre, c'est poursuivi. La société évolue, donc les diagnostics influencés par le contexte de son époque, de la Vienne du 19e siècle, sont évidemment différents aujourd'hui. Et d'ailleurs, la plupart, les grands psychanalystes modernes, André Green, etc., ont des réflexions sur est-ce que le corpus et le setting psychanalytique, allonger quelqu'un 3 fois par semaine, est encore d'actualité pour le type de patient que nous recevons. Aujourd'hui, non, la plupart des patients ont plutôt besoin d'avoir le soutien du regard, de ne pas être allongés, ils n'ont pas les moyens financiers de venir 3 fois par semaine. Et les pathologies ont changé et la société a changé. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. C'est pas parce que quelque chose n'est plus au cœur d'eux qu'il faut tout jeter. Alors c'est intéressant que vous parliez de ça parce que justement, quelles sont vos spécialités? Par contre, juste pour finir, là où ça a fait du mal en France, c'est l'usage de la psychanalyse qui a voulu, quelque part, régner sur la psychologie. Or, la psychanalyse n'est qu'un champ de la psychologie. Et du coup, là où ça a fait du mal à la psychologie, c'est qu'on a dit ouais, c'est des trucs fumeux de complexe d'Oedipe. On n'a pas voulu entendre les autres courants, le courant systémique, le courant behavioriste, etc., qui étaient très complémentaires de ces approches. Ce qui fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, où ces courants se sont aussi développés, et puis les courants post-freudiens, la gestalt, etc., la psychologie est une discipline respectée. Parce qu'il y a un vrai débat d'idées, parce que dans les universités, dans les services de psychiatrie, le psychologue, c'est celui qui va dire « là, j'ai besoin d'un psychiatre pour des médicaments, mais j'ai une approche globale de la personne ». Et en fait, en France, ça a un peu savonné la planche de la psychologie de vouloir n'entendre parler à un moment donné. Il y a eu de l'idéologie, en fait, de ne vouloir entendre... Et là, j'accuserais peut-être un petit peu Lacan, si je devais être dans la polémique, de ne vouloir mettre que la psychanalyse en avant. Mais la psychanalyse, c'est un courant de psychologie, c'est pas tout. Et vous êtes spécialisé en psychologie évidemment, mais quelles sont les problématiques? Moi, je ne mène pas de psychanalyse. D'accord. Dans ma connaissance en psychologie, il y a certains corpus psychanalytiques et j'aime beaucoup la pensée de Jung. Mais je ne mène pas de psychanalyse. Et quelles sont les problématiques? C'est plus ça peut-être alors qu'il faut que je vous demande que vous traitez le plus. Vous êtes amené à traiter le plus dans votre cabinet? En libéral, c'est quand même très varié. C'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent consulter en libéral, qui ne sont pas au stade de la psychiatrie en hôpital. Donc ils viennent avec tous les problèmes de l'existence humaine possible, beaucoup de séparation, de burn-out, de dépression, la question d'avoir un conjoint aussi, comment je gère par exemple une pathologie chez un conjoint qui est malade, comment je gère les enfants dans ces situations. J'ai beaucoup de personnes qui ont été victimes d'inceste et puis évidemment, de par mes publications,
mes 2 derniers livres, L'Antimère et juste avant Se libérer de son moi toxique, j'ai beaucoup de demandes par rapport à la question des relations familiales. Comment je fais pour ne pas me renier et garder des relations avec une famille dysfonctionnelle. Alors justement, il n'y a pas que vos ouvrages. Hein. J'aimerais, avant qu'on aborde aussi votre émergence médiatique, j'aimerais qu'on évoque votre site internet, hein, marieesteldupont.com, sur lequel on retrouve vos actualités dans vos articles et vos chroniques. J'aimerais qu'on s'attarde sur certaines d'entre elles. Hein. Il y en a beaucoup qui m'ont intéressé en préparant cette émission. Alors d'abord, j'aimerais vous parler d'un article très intéressant intitulé « Au commencement était le père », dans lequel vous évoquez les rapports hommes-femmes et le rapport des enfants à la figure paternelle. C'est la figure d'autorité qui manque aujourd'hui, le père ? Je me rappelle que quand j'ai écrit cet article, c'est parce que je constatais beaucoup dans ma pratique et autour de moi que dans les séparations, il y avait très souvent une disqualification de la figure paternelle. Or, quand on se sépare, on cesse d'être des amoureux, mais on est toujours des parents. Un enfant, il a 2 jambes, il a un père, une mère. Donc, à un moment donné, si vous critiquez la figure paternelle... c'est remis en cause par certaines personnes. Maintenant, il peut avoir 2 pères ou 2 mères. Hein. Ah oui, c'est vrai, je suis vraiment encore dans les années 80, excusez-moi. Oui, certes, d'accord, admettons. En attendant, quand dans un divorce entre un homme et une femme, la figure du père, par vengeance, est disqualifiée, ce sont des dégâts considérables sur la structuration psychique de l'enfant. Et sur le plan sociétal, depuis 40 ans, on assiste à une régression psychique, pour moi, collective, qui est liée à l'infantilisation. Or, l'infantilisation, le fait qu'aujourd'hui, on constate tous autour de nous qu'on a beaucoup d'ados attardés, de grands ados de 45 ans, c'est lié au fait qu'il y a une disqualification de l'autorité depuis mai 68. C'est-à-dire qu'il est interdit d'interdire, mais à partir du moment où l'homme est tout puissant, il est tout impuissant. C'est-à-dire que si tout est permis et qu'on se prend pour Dieu, on va forcément s'effondrer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et moi, j'ai écrit cet article d'ailleurs au moment où je divorçais, parce que je trouvais extrêmement important de pouvoir distinguer la place du mari et la place du père. Tu n'es plus mon mari, mais tu es toujours le père de mon enfant. Donc en tant que père, ta parole, elle est respectée, elle est respectable. Évidemment, il y a des cas d'inceste, de déviance, de maltraitance, je ne parle pas de ça, et dans ces cas-là, il faut évidemment protéger l'enfant. Mais d'une manière générale, on ne peut pas confondre le mari et le père, parce que sinon, vous allez vous venger de l'un en utilisant l'autre, et là, vous punissez l'enfant. Donc quand je dis au commencement était le père, ce que je dis, c'est que finalement, une mère ne peut être maltraitante et déviante que si le père ne prend pas sa place. À partir du moment où le père pose une limite à la mère et dit « tu ne peux pas faire ça à l'enfant », l'enfant il est à l'abri. Donc, ce qui permet à un individu de se structurer, d'avoir une colonne vertébrale et de se construire comme adulte, c'est d'avoir une figure paternelle qui vient couper le cordon entre la mère et l'enfant et lui permettre de conquérir le champ social. Alors c'est intéressant ce que vous dites là, puisque bon, la figure du père, je le disais, je vous ai interrompu pour vous dire qu'il y avait parfois des familles où il y avait donc cette parentalité des couples de même sexe. J'aimerais savoir, il y en a beaucoup notamment au sein de la Manif pour tous, qui voient un risque fort pour l'enfant, précisément l'absence de père ou de mère d'ailleurs. Quel regard vous portez sur cette parentalité des couples de même sexe ou... En fait, dans mon propos au commencement était le père, à aucun moment je ne vise les familles monoparentales, etc. Le père, il y a des mères courage qui élèvent seules leurs enfants, mais il y a du père dans la tête de la mère. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la figure symbolique du tiers de la loi et elle n'est pas en fusion avec ses enfants. Chacun garde sa place. Il y a une différence des générations, il y a du cadre. Donc il peut y avoir une famille classique avec un homme, une femme mariés sous le même toit, et qu'il n'y ait pas de père, parce que le père est invalidé, il est castré, il est absent, il est lâche, il ne fait pas son job. Inversement, il peut y avoir une femme seule, même peut-être 2 femmes, même, j'en sais rien en fait, j'y ai pas été confrontée moi dans ma pratique à un couple de 2 femmes, mais où il y a du tiers séparateur qui pose un cadre et qui empêche la fusion entre la mère et l'enfant, qui va rendre l'enfant... Et qui joue ce rôle du père au sens psychologique, c'est ça ? Absolument, mais vous êtes une mère seule, ça peut être un oncle, ça peut être un parrain. Du moment que dans la tête de la mère, elle n'est pas toute puissante et il y a de l'altérité. Ce qui est très préoccupant pour un enfant, c'est quand il est dans une situation où il est collé dans une fusion à sa mère qui du coup est toute puissante et l'absorbe
dans ses besoins, dans ses désirs. Mais c'est quand même intéressant là qu'on parle justement, parce que c'est assez subtil, hein, cette nuance que vous apportez, plus largement sur les rapports hommes-femmes. Est-ce que vous trouvez qu'on est allé trop loin dans les évolutions sociétales? Quelqu'un comme Éric Zemmour, il va même jusqu'à parler de destruction des rapports entre les hommes et les femmes. Vous en pensez quoi, Marie-Estelle Dupont? Je sais pas, je sais pas ce qu'Éric Zemmour signifie par là. Ce que je constate, c'est que s'il y a vraiment une question qu'on n'a pas résolue en 2022, c'est la communication entre les hommes et les femmes, et que clairement on n'arrive pas à se parler. Et je redoute, c'est vrai, une certaine dérive des féministes qui pensent que le combat féministe, c'est de se venger des hommes. Mais en fait, ça, c'est qu'une répétition éternelle du même schéma. C'est le hamster dans sa roue. C'est t'as été méchant, donc je suis méchante, et après tu seras méchant, et puis après je serai reméchante. Les hommes ont besoin des femmes, les femmes ont besoin des hommes. C'est l'histoire de l'humanité. On n'est pas des monades toutes puissantes, on a besoin de l'autre. Donc on a besoin du principe masculin, on a besoin du principe féminin. Je pense que s'il devait y avoir un vrai combat féministe aujourd'hui, moi je pense que ce serait justement de réconcilier l'homme et la femme, que chacun réintègre un rôle et qu'on permette aux femmes qui le souhaitent de travailler et d'être mères dans des bonnes conditions. Or, notre société est extrêmement hypocrite sur ce point. Parce que, en réalité, la femme qui a un projet professionnel et qui veut avoir des enfants, elle a toujours le sentiment d'être coupable et elle n'arrive pas à mener à bien les deux parce que il n'y a pas les structures d'accueil des jeunes enfants adéquates, etc., etc., et que pour le moment, c'est toujours sur la femme. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas permettre aux mères qui ont envie d'éduquer leurs enfants qui sont jeunes de le faire, et de le faire sereinement, sans être dépendante d'un homme qui, potentiellement, du coup, oui, peut être violent et les mettre sous emprise parce qu'elles ont besoin de lui pour se loger. Ça, c'est un axe de réflexion important pour les féministes. Je préférais que les féministes disent on donne un macaron handicapé qui expire au bout d'1 an à toutes les femmes enceintes pour leur permettre de trouver une place de stationnement facilement, je facilite la vie des femmes, plutôt que je cogne sur les hommes. Voilà. Parce que ça, je pense que cogner sur les hommes, ça nous revient dans la tronche. Parce qu'aujourd'hui, on a une charge mentale trop importante parce qu'on a voulu se raconter qu'on n'avait pas besoin des hommes. Bah si, on a besoin des hommes et vous avez besoin de nous. Voilà. Je n'en doute pas. Autre texte qui a attiré mon attention, justement, on va parler de cette société que vous évoquez, qui est d'actualité. Hein, votre article, enfin une chronique qui est sur votre site intitulée « Réponse au père de mon fils sur l'euthanasie et autres intrusions étatiques ». J'invite d'ailleurs ceux, je vous dis, qui nous regardent à la lire, car c'est une réflexion très intéressante sur le sujet et nuancée. Alors votre position, elle est celle de l'abstention dans un débat qui, selon vous, n'a pas vraiment lieu d'être. Hein, il est très ancien, cet article. Ben oui, mais c'est pour ça, j'ai été rattrapé et je le trouve vraiment intéressant, qui du moins n'est pas le principal problème dans ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et surtout, est-ce que vous ne pensez pas que sur de telles questions sociétales comme l'avortement, la peine de mort, le mariage homosexuel ou l'euthanasie, donc, il faudrait consulter directement le peuple et lui demander son avis par référendum? Ah bah oui, je pense que c'est un outil démocratique intéressant, le référendum. Maintenant, sur la question de l'euthanasie, je suis vraiment effrayée en fait par la tournure que prennent les choses, la volonté d'avancer, d'accélérer. Mais attendez, une société qui légitime le suicide assisté, c'est-à-dire on va appeler un chat, c'est un meurtre. C'est quand même une société qui est en train de se déshumaniser, me semble-t-il. On avait la loi Leonetti qui était très bien. Quand j'ai des infirmières qui travaillent en pédiatrie, qui ont des enfants qui sont en fin de vie, ces enfants sont accompagnés, ils partent sans douleur. Faut quand même réaliser que faciliter l'euthanasie, on va avoir tous les rapaces des successions qui vont arriver et qui vont convaincre mamie qui a plus toute sa tête que ce serait bien qu'on l'allège de sa propre existence. Donc là, je trouve qu'on commence à flirter avec un truc très 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 inhumain. Malheureusement, il y a beaucoup de choses très déshumanisantes dans notre société au nom du bien. Donc, moi, non, je ne suis pas du tout pour qu'on avance dans le... Il y a la loi Leonetti, on n'a pas besoin, selon moi, d'aller plus loin. Et dans ma profession, en plus, alors c'est peut-être un réflexe corporatiste, mais je trouve que c'est une insulte considérable qui est faite au travail des personnes qui travaillent en soins palliatifs. Je vous assure que quand on parle avec un psychologue ou un infirmier qui est en soins palliatifs, le travail de dentelle qu'ils font pour accompagner les personnes et ne pas leur voler ces derniers instants, il est
il est absolument incroyable en fait. C'est un sacerdoce. C'est la crème de la société, les gens qui font ça, quoi. C'est comme les gens qui s'occupent des tout petits, des autres. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on vit avec sa personnalité, on meurt avec sa personnalité. Nous n'avons pas tout découvert des mystères de l'être humain. Et je pense que vouloir court-circuiter la mort, parce qu'en réalité on est mal à l'aise avec, parce que ça coûte de l'argent de maintenir les gens en vie, parce que c'est ennuyeux d'aller leur rendre visite, parce que c'est glauque. En fait, c'est notre confort à nous dont on parle. C'est pas du tout le confort de la personne qu'on veut aider à mourir. Depuis quand on veut lui rendre service? Il y a des moyens de limiter la souffrance physique et la douleur. Donc moi, quand je vois les caissons qui arrivent en Suisse, on peut aller se suicider où on veut, et où il n'y a pas de sensation d'étouffement, mais j'ai l'impression d'être dans un film d'horreur, en fait. Donc, de qui on parle quand on parle de l'aide? De qui on parle quand on parle du confort? On parle de notre trouille de la mort. Mais il faut bosser sur notre trouille de la mort, plutôt que de dire « Oh bah maintenant c'est facile, il n'y a pas de problème, je vais t'aider à te suicider. T'es déprimé, t'as envie de te suicider? Allez, je suis sympa, je vais t'aider à te suicider. » Bah non, non. Tu vas passer du temps avec cette personne. Tu vas lui donner de l'amour, tu vas lui donner de la bienveillance, et elle va retrouver le goût à la vie. Ça, c'est une autre direction qui est intéressante. Donc je trouve que, oui, il y a beaucoup de mépris vis-à-vis du travail qui est fait par les professionnels des soins palliatifs, et que je pense que l'agonie, le temps pour partir, il est propre à chacun. Il y a des gens qui sont prêts à mourir, et ils partent vite. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts à mourir, parce qu'ils ont une angoisse. Moi, j'ai vu une grand-mère et un grand-père mourir avec ce rapport à la vie qui était le leur. J'avais un grand-père qui a mis du temps à mourir parce qu'il était agrippé, il avait peur. Et puis j'ai une grand-mère qui était OK. Elle avait fait son temps, elle était OK avec sa conscience. Elle est partie, elle a lâché prise. Mais on ne peut pas décider à la place de l'autre. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites là. Et attention à la fabrique du consentement. Parce que là, elle va tourner à plein par les gens qui seront intéressés par l'argent. Moi, t'as mal, mais je comprends, ta vie a plus de sens. Mais le sens de la vie d'un vieillard, c'est juste de passer du temps avec les gens qu'il aime, en fait. C'est ses 5 sens. Si tant est qu'il a encore des gens qu'il aime autour de lui, parce qu'il y en a aussi parfois qui abandonnent les personnes âgées. Mais bien sûr, mais je ne dis pas que c'est une question facile. Mais je pense qu'il ne faut pas jouer à saute-mouton. Je veux bien débattre de cette question. Il y a certainement de très bons arguments opposés aux miens. Alors, justement, par contre, j'ai un problème avec la tentation de passage à l'acte d'imposer ça comme si c'était le bien. Pour moi, ça ne sera jamais clair que c'est le bien. Marie-Estelle, on va en finir avec votre parcours. Vous êtes aujourd'hui une figure connue de ceux qui nous regardent en raison de vos interventions médiatiques, notamment sur la question des droits des enfants pendant la crise de la Covid-19. Vous êtes aujourd'hui une chroniqueuse régulière, on l'a dit, de CNews et de l'heure des pros. Alors quel regard justement vous portez, avec presque maintenant 2 ans de recul, sur cette entrée dans le monde médiatique? La télévision, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Comment est-ce que vous concevez votre rôle dans les médias, Marie-Estelle? Mon rôle dans les médias, mais c'est très pompeux. Bah oui, c'est un peu le cas, hein, puisque vous êtes maintenant une figure reconnue et régulière. En fait, c'est des missions très suivies. C'est arrivé. Donc vous avez une responsabilité aussi. En fait, alors la notion de responsabilité, bien sûr, je la ressens très fortement parce que je suis très stressée avant chaque passage à la télé. Surtout que dans le domaine médiatique et psy, il y a beaucoup de candidats, mais il y a peu d'élus, en tout cas, qui obtiennent, j'ai envie de dire, la consécration du public, en tout cas. C'était nouveau. Ce que la crise a amené, c'est que c'était nouveau qu'il y ait une parole psy. Il y avait des analystes politiques, il y avait des analystes économiques. Il y avait des médecins, ça, il y en avait. L'idée qu'il y a un psychisme en France, on a quand même vachement de mal avec ça. Hein, mais, on avait Miller, mais bon... depuis, en fait, c'est arrivé au moment du confinement. Et vous en pensez quoi de Gérard Miller? Non, mais vous... vous ne pouvez pas me poser une question avec une autre question avec une autre question. Je vais répondre à votre question. Oui, mais je voyais que vous vouliez y échapper. Je ne suis pas obligée de penser quelque chose de... Non, mais c'était juste je vais répondre à votre question qui est beaucoup plus intéressante que mon opinion sur Gérard Miller, que je connais très très peu en plus. Ça a commencé parce que pendant le confinement, en fait, France 2 m'a appelée. Moi, j'étais donc confinée, j'étais sur le point d'accoucher de mes 2 derniers enfants. Comment on explique ça aux enfants? Qu'est-ce qu'on leur dit, etc. De là, ça a fait boule de neige. C'est-à-dire que Thomas Soto m'a récupéré pour RTL, ou Éric Brunet m'a contacté pour LCI TF1, et puis ensuite j'ai été à CNews, avec Pascal Pro, à RMC, à Sud Radio, et en fait, je me suis dit... l'état psychique, c'est quelque chose dont on ne parle pas, et donc c'est très important de mettre en lumière que la santé ne se réduit pas à un chiffre de circulation virale,
et que si on considère la santé uniquement à l'aune du Covid et qu'on oublie tous les autres aspects de la santé, on va avoir beaucoup plus de dégâts de santé que nous n'aurons résolu le problème. Donc j'ai expliqué ça. Et puis, dans mon cabinet, parce que du fait de la crise, j'ai repris en fait très très vite le travail. J'ai observé de tels dégâts que je n'avais jamais observé en 16 ans. Voilà, c'est ça que j'allais vous demander aussi. Quelles sont les conséquences de toutes ces règles et restrictions, notamment sur les enfants de la Covid-19 ? Moi, quand j'allais dans les médias, en fait, je donnais les nouvelles du cabinet, quoi. Enfin, les nouvelles du cabinet et du cabinet de mes confrères qui me remontaient la même chose. Je me disais, mais je suis folle. Et puis, je voyais que mes chiffres en libéral, c'était les mêmes qu'à l'hôpital, que j'avais fait conseiller l'hospitalisation, parce que moi, je n'hospitalise pas, je ne suis pas médecin, mais conseiller l'hospitalisation à 6 fois plus de patients. À Necker, c'était pareil, ils avaient 6 fois plus d'admissions. Enfin, donc j'ai vu les adultes s'effondrer avec la vague anxio-dépressive de août-octobre 2020. Ensuite, les étudiants qui commencent à craquer. Puis les enfants, la vague pédopsychiatrique délirante à partir de février 2021, avec des tentatives de défenestration d'enfants entre 7 et 11 ans. Et puis les bébés qui ont des retards de parole en crèche parce que les adultes sont masqués. Donc, j'utilise cet espace médiatique pour dire attention, parce que là, le remède est clairement pire que le mal. J'aimerais parler, pardon de vous interrompre un instant, mais là, des responsabilités, parce que c'est quand même édifiant ce que vous dites là. Est-ce qu'on peut dire que Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Olivier Véran ou Jean Castex ont des responsabilités graves dans tout ce que vous dénoncez là ? Dans ce qui s'est passé pendant cette période avec tous ces impacts. Moi, je suis psychologue, en fait. Je ne suis pas procureur. Donc, j'ai pas à dire ad hominem, un tel. Ça n'est pas ma posture et ça n'est. Alors, je vais poser différemment la question. Vous auriez été ministre de la Santé, quelles seraient les dispositions que vous auriez prises ? Qu'en revanche, à un moment donné, on prenne une décision qui fait des dégâts, mais c'est nouveau, on ne sait pas. OK. Que quand il y a des lanceurs d'alerte, qu'il y a des chiffres, qu'il y a une vague pédopsychiatrique sans nom, qu'on voit des choses qu'on n'a jamais vues en pédopsychiatrie, il n'y ait pas de remise en question. Alors là, oui, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème et visiblement, les décisions n'ont pas été prises au nom de la santé, mais pour des raisons politiques. Donc là, oui, il y a un problème, mais c'est le problème de la politique, c'est que la politique communique avec un message et que les intentions ou la recherche qui est derrière n'est pas la même. C'est Machiavel, hein, je veux dire, voilà. Donc cette dualité, elle existe. Il y a le message affiché. Maintenant, moi, quand on me dit « pour votre bien, on va enfermer de force des gens bien portants au pays des droits de l'homme », je ne suis pas complotiste, mais je me pose des questions. À quel moment on peut penser qu'enfermer de force des gens bien portants, ça va être bon pour la santé ? Bon, aujourd'hui, c'est bon. Toutes les études le disent. Le confinement était une catastrophe absolue. On sait très bien que le masque à l'école, quoi que racontent certains idéologues, c'est une catastrophe absolue. Les orthophonistes ont 1 an d'attente parce qu'il y a des retards de parole chez les gosses. Voilà, donc j'espère que ce sera plus jamais ça et qu'il va y avoir certains politiques qui auront le courage de dire on a fait des choses délétères et il faut aborder les prochaines crises différemment. Alors justement, arrêtons-nous quand même sur cette crise et cette période du Covid-19. On a quand même, vous l'avez dit, un certain recul maintenant, une période inédite dans notre histoire avec, vous l'avez dit, des restrictions d'une ampleur jamais égalée. Qu'est-ce que cette période, elle dit au-delà de ces constats de l'état de notre société, de nos rapports à la mort, à la vieillesse, à la maladie ? Est-ce que c'est un tournant anthropologique selon vous ? Moi, je l'ai dit très tôt, qu'on avait un virage anthropologique. C'est-à-dire qu'il y a eu un glissement sémantique où, sans demander l'avis des gens, on a redéfini la santé comme l'éviction d'un virus, mais je ne suis pas en bonne santé parce que je n'ai pas attrapé la grippe. Enfin, je veux dire, donc il est temps de retourner à une vision beaucoup plus holistique de la santé. Ça, oui, ça je le pense. Il y a eu un virage anthropologique parce que vous parlez des politiques, mais en fait, quelque part, je veux vous dire, on a aussi les politiques qu'on mérite. C'est-à-dire qu'à quel moment la société civile, elle a posé un nom ? À quel moment elle a dit, ben non, mais nos enfants, en fait, on va pas laisser faire ça à nos enfants ?
On est quelques parents. On a créé l'Union du collectif pour la santé des enfants. La fédération, elle se bouge. On est en contact avec des sénateurs, on est en contact avec des parlementaires parce qu'on veut... Moi, je pense qu'il est urgent d'avoir des chartes sur qu'est-ce qu'on fait des mineurs en période de crise. Voilà, qu'est-ce qui les protège et qu'est-ce qui, au contraire, les met en difficulté. Il faut vraiment avoir une réflexion là-dessus. Mais oui, il y a eu un tournant anthropologique parce que, en fait, il y a eu un renversement des valeurs, il y a eu un renversement des places. C'est-à-dire que ce sont les enfants qui ont porté les problèmes des adultes. Ça n'était pas une maladie pédiatrique. On a dit aux jeunes, fais un effort, reste chez toi. C'est pas un effort pour un jeune de rester chez lui et de plus aller en cours. Ça s'appelle un sacrifice. Donc toute la construction identitaire de ces enfants, leur besoin de bouger, leur besoin de parler, leur besoin de draguer, leur besoin de voir des adultes, de poser des questions, de rire, on leur a dit si tu fais ça, t'es peut-être coupable d'homicide involontaire sur papier mamie. Non mais on a craqué quoi. On est des adultes, mais on a perdu la face en fait. Pour moi, on a perdu la face en tant qu'adulte. On a été indigne de nos enfants. Mais vraiment. Et là, c'est pas une accusation ad hominem, c'est nous tous en tant qu'adultes, est-ce qu'on a conscience de l'inversion des valeurs où on s'est comporté comme une famille maltraitante à l'égard de notre jeunesse. On a comme un parent qui dit à son enfant « Oui, je sais, comme ta mère boit et qu'elle te frappe, elle est dysfonctionnelle, ok, mais bon, t'es fort, fais un effort, prends sur toi. » C'est ça qu'on a fait. « Ouais, c'est pas facile, mais prends sur toi. » Et donc on a divisé, on a dit « Si tu fais pas d'effort, tu vas tuer les personnes âgées. » Non, non, on pouvait protéger. Dans une société qui fonctionne, il y a de la place pour tout le monde. Donc ça, oui, il y a eu un virage anthropologique. Pour moi, on s'est effondré. Alors c'est très fort ce que vous dites. Un autre sujet sur lequel je souhaiterais vous interroger, qui est un sujet annexe, mais très important, et notamment sur cette chaîne, c'est celui de la liberté d'expression. Marie-Estelle Dupont, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'état de la liberté d'expression en France? Quelles sont les causes de cet affaiblissement, selon moi, de cette liberté d'expression, selon vous? Eh bien, pour moi, le vrai problème de la liberté d'expression, c'est que... C'est vrai, vous dites des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, encore moins de la part d'une psychologue. Pour s'exprimer, il faut savoir qu'on existe, avoir confiance en soi et penser. Et je pense qu'il y a eu une attaque profonde à la liberté d'expression, on revient toujours à l'éducation nationale, par une société qui est devenue très très infantilisante. Un exemple tout bête de ça, c'est les publicités. Je ne sais pas si vous... Comme moi, vous êtes frappé par le marketing. Je trouve que le marketing de certaines publicités est débilitant. On a l'impression que les slogans, ils parlent à des débiles légers de 5 ans et demi. Vraiment. Avec des fautes d'orthographe, avec des jeux de mots stupides. Et en fait, je pense qu'une société de plus en plus infantilisante, très consumériste, où on a bradé finalement tout ce qui avait de la valeur pour les choses qui avaient un prix, mais tu vas kiffer, mais voilà, tout est permis, mais tu peux t'acheter un smartphone, mais tu peux être sur Instagram, etc. Où en fait, on a rendu la société au nom de la liberté. En fait, on a cassé tous les cadres, on a rendu la société hyper narcissique et hyper individualiste. C'est là qu'on casse la liberté d'expression. Parce qu'en fait, on empêche l'individu de construire sa pensée, puisqu'on sape d'entrée de jeu la notion d'effort, la notion de travail. On voit bien la perte de motivation des jeunes. Là, il y a un sondage sur les 25-35 ans qui ont 40% de moins de motivation que leurs aînés. Il y a eu tout un travail de fait par Jérôme Fourquet et son équipe. Et cette perte de motivation, elle est liée au fait qu'on a beaucoup banalisé, beaucoup dévalorisé le travail et beaucoup banalisé la relation affective. Maintenant, tout se vaut, tout est interchangeable. L'amour est un bien de consommation. Je n'ai pas envie d'être seule, mais je n'ai pas envie de m'engager, donc je prends quelqu'un, puis je jette, puis je reprends quelqu'un. Et puis j'ai plus d'amis, mais j'ai des followers, donc c'est bien. Et en fait, je pense qu'elle est là, la perte de la liberté d'expression. Les questions de censure, les questions, etc., en fait, ça... C'est après. Ouais, moi, c'était sur les limites de cette liberté d'expression que j'avais envie de vous écouter. Oui, mais fondamentalement, si déjà la personne, elle n'est pas en capacité de penser, de construire un raisonnement, d'argumenter, de savoir pourquoi elle pense qu'elle pense, ce qui, encore une fois, est le rôle de la figure parentale, d'aider son enfant à discerner et à construire sa pensée, et qu'on lui donne du prêt-à-penser tout le temps, même s'il n'y a pas de censure et qu'il a une liberté d'expression, en fait, il n'aura rien à dire. Donc pour moi, c'est aux fondamentaux qu'il faut revenir. C'est comment j'aide un enfant à construire sa pensée, à apposer de points de vue au lieu
pour le dire un peu vite, apposer deux points de vue au lieu d'opposer deux égaux, vous voyez ? Et là, on a une régression psychique collective qui est qu'on est, pour moi, dans un manichéisme qui est très grave aujourd'hui. C'est-à-dire que dans un débat, maintenant, si vous n'êtes pas pour ça, vous êtes contre. Attends, il y a des nuances. La guerre en Ukraine, ça a été un très bon exemple de ça. Si vous osiez dire que peut-être Zelensky n'était pas un saint, et que c'était peut-être pas Churchill, et que c'était peut-être plus compliqué que ça, et qu'il y avait peut-être des bénéfices secondaires, en tout cas, c'est pas parce que Poutine n'est pas un enfant de cœur que tous les autres, faut leur donner le bon Dieu sans confession, vous étiez un horrible pro-Poutine. Mais non, je suis juste en train de dire que le clivage, il est peut-être pas entre deux pays, mais il est peut-être entre ceux qui dirigent et les peuples qui souffrent. Est-ce qu'on peut penser comme ça ? Ah non, t'es un collabo. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire qu'il y a il y a un manichéisme de la pensée où il n'y a plus de nuances. Mais quand il n'y a plus de nuances, il y a de la violence, en fait. Ah bah ouais, remarque, peut-être que tu as raison, peut-être que je me plante, peut-être qu'en fait Zelensky c'est un mec super, mais on peut penser, on peut apposer, on peut réfléchir. Et je trouve qu'il y a une vraie perte là-dessus. Alors c'est intéressant que vous parliez de cette actualité en Ukraine parce que justement, dans ces émissions auxquelles vous participez, vous êtes nécessairement amené à prendre des positions politiques. Ça ne veut pas forcément dire que vous accusez ad nominem, mais en tout cas, on est dans une émission qui s'appelle Les Incorrectibles et ici on parle en toute franchise, en tout cas on essaye de le faire et nos invités, on leur demande. Comment est-ce que quand même, malgré tout, vous vous définiriez politiquement ? Est-ce que vous pouvez au moins me répondre à ça ? Politiquement, je me définirais comme très... Quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez ? Je me définirais comme très feignante politiquement. Ça veut dire plutôt tradit, pas progressiste, ça ? Pourquoi je suis très feignante politiquement ? Conservatrice ? Parce que, non, mais j'ai un vrai problème avec la farce politique. Depuis que je suis toute jeune, hein, c'est instinctif. Il y a trop de com, en fait. Moi, ça m'abrutit. Enfin, il y a des questions politiques importantes quand même pour vous, non ? Alors, la chose publique m'intéresse. Mais la farce politique, ces espèces de coups bas, j'ai toujours l'impression qu'on veut décaler la caméra sur le truc pas important pour faire du bruit et pas parler. Et ça, c'est un sentiment que j'ai depuis que je suis toute petite. J'ai l'impression qu'on ne parle pas des sujets qui fâchent. Évidemment, j'ai choisi un métier, on fait que de parler des sujets qui fâchent. D'ailleurs, on me le reprochait déjà quand j'avais 5 ans. On me disait déjà, tu arrête de te poser des questions. Eh ben justement, en parlant de sujets qui fâchent, donc politiquement, comment je me définis ? C'est très difficile de répondre à cette question, honnêtement. Alors, je vais vous aider peut-être avec la question suivante. Je ne me reconnais pas, en France, dans une personnalité qui incarnerait les valeurs et le projet que j'aimerais pour le pays de mes enfants. Voilà. Donc je peux dire ce que je suis pas, je peux pas trop dire ce que je suis, mais ce qui est clair, c'est que je ne me reconnais pas dans une personnalité politique aujourd'hui. Bah, peut-être que vous allez nous dire en quoi vous vous reconnaissez, puis moi j'essaierai de vous aider à vous dire vers quel homme politique ça pourrait non, c'est de la manipulation, vous voulez me faire voter pour quelqu'un, je le ferai pas. Non, pas du tout. Non, parce que depuis qu'en 2005 j'ai voté non et que le non est passé et que ça n'a pas été respecté, j'ai fait ok, bon, je crois que la prochaine fois j'aurai piscine. Je suis pas pour l'abstention, mais je trouve qu'il y a il y a quand même un niveau d'affaiblissement démocratique qui est très pernicieux parce que ça pousse quand même beaucoup les gens. Je comprends les gens qui se désintéressent de la politique et qui ne vont pas voter. Alors, avant de parler d'autres livres, Marie-Estelle Dupont, j'ai quand même encore 2 questions justement assez sensibles à vous poser, justement sur des sujets, comme vous dites, qui peuvent fâcher éventuellement. Tout d'abord, le regard que vous portez sur ce qu'on appelle, enfin, ce que je considère, moi en tout cas, la dérive wokiste de la gauche et plus largement sur cette idéologie dont on dit qu'elle vient d'ailleurs des États-Unis, mais dont on oublie souvent que ses origines se trouvent dans la French Theory des sociologues et psychologues français des années 70 et 80. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement des wokistes ? Je pense qu'il contribue. Je pense qu'il contribue à l'accélération de la régression psychique à laquelle on assiste. Si vous voulez, il y a 100 ans, on avait une société qui était plutôt névrotique, c'est-à-dire il y avait des cadres, il y avait peut-être trop de cadres, il n'y avait peut-être pas les bons cadres, mais enfin il y avait des cadres, il y avait des repères, il y avait un sens moral et il y avait des limites. C'est-à-dire que si
à l'intérieur du foyer, les parents échouaient à poser la limite, l'école le faisait. Si l'école échouait, il était repris par la loi, par la police, par la justice. Aujourd'hui, on a pété tous les cadres. La chaîne police-justice, elle ne fonctionne pas. Les policiers font un truc et puis ça traîne dans les cours d'assises, etc. Les gens il y a une impunité. À la maison, il y a une grande difficulté des parents, pour plein de raisons, à poser cette parole d'autorité. Donc, je me suis perdue en route. On avait une société qui était névrotique, on est passé à une société qui est très narcissique. Tout de suite, instantanéité, principe de plaisir immédiat, pas de frustration. Résultat, c'est un piège abominable pour les gosses parce qu'ils ne voient plus le sens du travail, ils ne voient plus le sens de l'effort. Or, l'être humain ne prend confiance en lui qu'en faisant. Hein, le docteur Montessori l'a très bien montré. Elle dit, le petit, c'est un embryon social. Ça veut dire qu'il n'est pas encore mûr socialement. Il est maladroit. Il ne sait pas s'il faut toucher, s'il faut prendre, etc. Et c'est seulement en faisant, et en refaisant, et en répétant, qu'il finit par réussir. Et se faire, qui est la concrétisation de sa pensée, de l'actualisation de son potentiel, lui donne de la fierté, lui donne de la joie. Et de cette joie naît l'extraversion et le lien social. Donc si vous empêchez les gens de faire, que vous vantez la paresse, etc., vous les empêchez de prendre confiance en eux, donc vous les empêchez en fait d'aller dans le lien. Et on est en train de passer d'une société narcissique, pour moi, avec le wokisme, à une société psychotique. La psychose, c'est quoi? La psychose, c'est la confusion. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de différence des générations, il n'y a plus de différence des sexes, il n'y a plus de différence des places. C'est l'enfant qui prend soin de ses parents, c'est l'étudiant qui se sacrifie pour la société, c'est on confond les hommes et les femmes, et puis de toute façon c'est pas grave parce que tout se vaut. Et en fait, dès lors que vous tuez toutes les différences, vous êtes dans un cloaque en fait. Donc, quand on raconte aux enfants qu'ils peuvent choisir leur sexe et qu'on va leur donner des bloqueurs hormonaux de puberté, pour moi, c'est un acte de maltraitance et de violence grave. D'abord parce qu'on ment à l'enfant. L'être humain est ainsi fait que la biologie lui détermine un genre ou de choisir aux 3 mois de grossesse. Leur genre, leur identité sexuelle. Que si adulte, il souhaite changer de sexe. Mais pas enfant. Dans un parcours libre, sans matraquage idéologique et éclairé, parce que il se ressent d'un autre genre. Mais ça, c'est pas un truc qui vient à 12 ans. Donc un petit enfant à 8 ans qui vous dirait « je suis une fille » alors qu'il est biologiquement garçon, vous dites « il faut pas l'écouter ». Attention, je dis attention. C'est-à-dire qu'un enfant qui est né fille et qui se sent garçon ou l'inverse, vraiment dans son ressenti propre, c'est tout petit en fait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les cas de transsexualité avant, il y en avait, il y en a toujours eu, mais c'était très 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 minoritaire. Ce sont des réalités, c'était entre 1 an et demi et 3 ans au moment où émerge la différence des sexes, d'accord? Par contre, si c'est un ado qui me dit ça à 12 ans, je me dis attends, on va discerner. C'est toi? Ou c'est l'idéologie parce que tu as besoin d'un sentiment d'appartenance et qu'on est en train de te raconter que tu as le droit et que ouais, et que merde les limites, et que merde papa, et que merde maman, et que merde la biologie. Non. En fait, on a des limites, on n'est pas tout puissant en tant qu'être humain. Donc on est à un moment de l'histoire, dans un lieu, avec un sexe, avec une famille. Tout ça, c'est notre jeu de départ. On ne l'a pas choisi et parfois, on fait la mauvaise pioche. Maintenant, en tant que parent, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je passe à l'acte chirurgicalement en ne discutant pas le ressenti de mon enfant, en lui disant « Oh là là, tu te sens garçon, pas de problème, on va tout de suite chez le médecin ?» Ou est-ce que je lui dis « Mais mon chéri, t'es en pleine puberté, évidemment que t'es pas bien dans ta peau. Donc on va en discuter. » Voilà, et ça s'apprivoise. Et parfois, on est passé par une phase garçon manqué où on était très fâché avec le fait d'être une fille parce que ça nous a valu des problèmes dans la famille. Mais une fois qu'on l'a surmonté, on est super heureuse d'être une femme. Et très honnêtement, penser que c'est une liberté d'abolir toutes les limites et les contraintes, ça c'est une définition adolescente de la liberté, immature. La liberté, c'est pas l'absence de contraintes. La liberté, c'est l'autonomie des contraintes que je me choisis et qui font sens. Donc là, on les rend psychotiques. Et la récupération cynique, idéologique, pour se faire de l'argent, pour fabriquer des poupées Barbie d'hommes enceints, de certains,
sur le cerveau de nos adolescents ultra poreux, qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'explications, je trouve ça mortifère. Maintenant, un individu qui change de sexe, c'est son choix. Ça n'est pas la même chose. Mais j'ai un vrai problème avec la volonté de rendre quelque chose qui est psychotique, c'est-à-dire homme-femme, c'est interchangeable, on choisit, c'est faux, de vouloir substituer ça à la réalité. Ça, pour moi, les publicités du planning familial, c'est pas possible. Alors, sans transition, mais c'est dans le prolongement, puisqu'on en est venu à parler de cette dérive wokiste en parlant des États-Unis. La France, la nation, la patrie, est-ce que ce sont des notions qui vous parlent et que vous faites vôtres? Je pense que quelque chose qui... Dans votre domaine, notamment. Est-ce que ça a un sens aujourd'hui d'être français? D'être française Oui, d'être française. Est-ce que sur un plan, dans le domaine de la psychologie, est-ce qu'on a une voix, ne serait-ce que même, c'est peut-être une question naïve que je pose, mais est-ce que la France a une position écoutée oui, sur le plan intellectuel, oui. Ouais, et de la psychologie en particulier? De la psychologie, oui. Moi, après, en tant que Française, en tant que mère de famille, je souhaite à mes enfants que la France retrouve un peu de sa souveraineté. Voilà, dans ce sens-là, il y a une forme de patriotisme chez moi. C'est pas quelque chose d'idéologique de très marqué. Je suis pas quelqu'un de très revendicatif, en fait. J'ai plutôt choisi le travail sur soi que la revendication collective. Mais la tristesse de voir l'effondrement de nos valeurs et puis la perte de souveraineté dans notre pays, oui, elle est là. C'est une préoccupation de mère de famille, bien entendu. Allez, dernière question avant de passer à la deuxième partie de l'émission. On va parler bien sûr de ce livre et puis un petit peu d'actualité. Une question récurrente que je pose, c'est le moment de vous poser donc cette question que je pose vraiment, je vous dis à chaque invité. Comment est-ce que vous pensez que dans 50 années ou même dans un siècle, les historiens, les médecins ou simplement les commentateurs parleront de notre époque? L'histoire est écrite par les vainqueurs. On n'est pas tellement en phase de winner en ce moment en France. Hein. Donc tout dépend. Le vœu que je suis pas médium, je lis pas dans le Maire de Café, donc je peux pas vous dire ce qu'ils en diront. Le vœu que je peux formuler, c'est qu'ils puissent voir notre époque, qu'on en soit sorti, et qu'ils puissent voir notre époque comme vraiment un moment de régression. Un moment moi j'appelle ça un moment eschatologique. Pour moi, on vit quelque chose spirituellement d'un vrai combat, mais à toutes les heures de l'histoire, c'est importante finalement, entre l'ombre et la lumière, c'est-à-dire il y a un renoncement à penser, il y a un effondrement psychique collectif chez beaucoup de gens, où les gens vous disent non mais de toute façon et c'était très vrai pendant la crise, j'arrête de réfléchir parce que ça me fatigue. T'arrêtes de vivre alors, si t'arrêtes de réfléchir. En fait, un homme debout, c'est un homme qui pense, qui se questionne. Et donc j'espère qu'ils verront cette époque comme un moment où il y a eu une éclipse de la pensée, où il y a eu, où vraiment on est revenu sur des choses fondamentales, où on a été complètement décadent et qu'on en sera sorti. Et puis qu'on aura retrouvé une souveraineté effectivement et voilà, je pense que c'est ce que je peux dire à peu près. Je pourrais développer plus longtemps. Eh ben, en tout cas, c'est le mot de la fin de cette première partie. Je vous remercie beaucoup, Marie-Estelle Dupont. On poursuit évidemment dans un instant cette émission. Et comme chaque semaine, je vais vous demander à vous qui nous regardez, si vous le souhaitez, de switcher sur Utréon pour ce bonus et cette fin d'émission. Quant aux autres, bien écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. En tout cas, merci à Kalos, notre partenaire. Et pour donc les autres, on se dit à tout de suite. C'est très simple, vous cliquez sur le lien qui apparaît juste sous cette vidéo. À tout de suite. Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon depuis le lien en description sous cette vidéo. Kalos, l'atelier français, est fier de vous présenter sa gamme de produits patriotes. Bijoux, vêtements et accessoires de qualité en hommage à l'histoire de France, le tout issu d'une production artisanale et locale. Alors, si vous en avez marre de porter des marques qui attaquent la France et que vous voulez mettre en accord votre tenue avec vos valeurs, ou bien offrir un cadeau qui a du sens,
rendez-vous sur le site kalos-france.com et bénéficiez de moins 10% avec le code incorrectible.